Bienvenue dans la chaîne des histoires extraordinaires. Merci de nous soutenir en likant, commentant et en partageant nos contenus. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une famille tout à fait ordinaire à qui il est arrivé une chose horrible. Ça s'appelle Nuit d'effroi. C'est un beau soir d'été dans les années 30. La campagne tout autour du pavillon respire le calme. À peine si on l'entend le cri d'une houlotte dans le bois voisin. La journée a été très normale pour la famille Webster, et il est temps de se coucher, après s'être souhaité une bonne nuit. Bonne nuit, mamie. Mamie a 82 ans, et depuis des années, elle ne se sent bien que dans son lit. Mais toute la famille l'adore l'hôte. Mark Webster, son fils, Evelyn Webster, sa belle-fille, sans oublier les enfants Rose et Daryl, 8 et 12 ans. Et même le chat, qui n'oublie jamais de venir frotter ses moustaches contre la joue de mamie. Le chat, c'est Ronnie, un sacré esclave. Un chat de gouttière pure face, malin comme un singe, qui miaule avec une voix de fausset. Ça suffit, Ronnie, tu t'en vas, tu fatigues mamie. Si on le laissait faire, il aurait tôt fait de se coucher sur l'oreiller de mamie au risque de l'étouffer. Il adore la vieille dame. Alors, Ronnie quitte la chambre. De toute manière, on sait où l'on va le retrouver. Dans le lit de la petite Rose, ce qui est interdit, ou dans celui de Daryl, ce qui est défendu. Alors, on le pose dans son panier, mais il a vite fait d'aller se fourrer au pied du lit d'Evelyne. À quoi bon lutter? Un chat est toujours le vrai maître de la maison. En bas, dans le salon, la pendule Westminster égrèle les heures, même les demi-heures, sans oublier les quarts d'heure. Mais la famille Webster est habituée. Si on supprimait les pendules, personne ne dormirait normalement. Vers 2 heures du matin, un crissement se produit au niveau de la fenêtre du salon. Mais personne n'y prête attention. Les Webster dorment du sommeil du juste, et c'est pourquoi ils n'entendent rien quand le volet est forcé par une pince Monseigneur. Rien non plus quand quelqu'un pénètre dans la maison. Masque, réveille-toi, c'est mère. Masque émerge d'un sommeil profond. Encore, il écoute, et effectivement, il lui semble qu'une sorte de gémissement parvient du rez-de-chaussée où se trouve la chambre de mamie. Tu entends, Masque? Va voir. Masque aime bien sa mère, mais il connaît son petit défaut. La vieille dame a la fâcheuse habitude de rêver, comme tout le monde. Mais elle, quand elle rêve, elle hurle à haute voix, ou se décrie. Depuis longtemps, Masque sait qu'il ne s'agit que de cauchemars ridicules. Si mamie a besoin d'aide, ses appels se font très précis. Elle crie Masque, Masque. Elle n'appelle que son fils, jamais sa belle-fille. Si mamie se met à hurler au secours, à l'assassin, on sait que ce n'est pas bien grave. La dernière fois que Marc est descendu affolé, il a trouvé sa mère tout étonnée. Ah, c'est toi? J'étais en train de faire un de ces cauchemars. Figure-toi qu'un homme essayait de m'étrangler pour me voler ma part de gâteau aux pêches. Et Mike est remonté se coucher. C'est pourquoi ce soir, en entendant les gémissements de sa mère, il ne s'inquiète pas trop. Cette fois, ce sera un individu qui essaie de l'embrasser dans le cou, peut-être. Evelyne proteste. Chérie, si c'est ça, laisse-moi dormir. Tu sais que je fais partie de la première équipe au Standard. Il ne me reste que 2 heures de sommeil. Alors bonne nuit. Evelyne essaye en vain de trouver le sommeil.
Quelque chose lui dit qu'elle devrait se lever, qu'elle devrait aller voir si tout se passe bien chez les enfants, mais elle se sent si fatiguée. Soudain, la porte de la chambre de Marc et d'Éveline s'ouvre brutalement. 3 hommes, le visage recouvert d'une sorte de banillon, font irruption dans la chambre. Ronnie, le rôle saute discrètement du lit et recule hors de la pièce sans que personne ne le remarque. Avant que Marc ait eu le temps de se lever, 2 hommes se ruent sur lui. Reste ou tu es mort. Les revolvers qu'ils tiennent à la main valent mieux qu'un long discours. Marc jette un regard désespéré vers Evie. Elle est maintenue sur son lit par le troisième bandit. Il la serre à la gorge et lui applique son revolver sur le temple. Marc dit: «Ne lui faites pas de mal. Prenez ce que vous voudrez. De toute façon, nous n'avons rien ici. Juste quelques dollars dans mon portefeuille et dans son sac.» Les hommes ont l'air de mauvaise humeur. Ils attrapent le sac d'Evelyne et le vident sur le lit. Piètre butin. Comme prévu, le portefeuille de Marc n'est guère plus grave. Marc hésite à parler, il réfléchit à toute vitesse. Les enfants, ont-ils vu les enfants? Si j'en parle, ils vont se précipiter vers leur chambre, s'ils ne se sont pas aperçus de leur présence. Mais Marc aperçoit soudain Rose et Daryl qui apparaissent dans l'encadrement de la porte. Ils ont entendu du bruit chez leurs parents et viennent voir ce qui se passe. Pas besoin d'explication. Rose se met à hurler de peur. Daryl se retient pour ne pas pleurer. Un des gangsters attrape Rose et lui applique son arme sur la tempe. Alors maintenant, vous avez compris, pas un mot, sinon ce sont les mômes qui trinquent. Avec les cordons des rideaux de la fenêtre, 2 des hommes attachent Rose et Daryl. Pour plus de précaution, on leur ferme la bouche avec des pansements que les hommes ont trouvés dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain. Et Marc dit: «Maman, vous n'avez rien fait, maman!» Le plus grand des malfrats répond: «On l'a endormie pour un moment.» Que faut-il comprendre? Est-elle sommée? Morte peut-être? Celui qui semble le chef dit en ricanant: «Bon, toute la famille est là, pas de nounou en train de dormir dans la soupente, pas de chien méchant.» Marc et Evelyne, chacun ligoté comme un saucisson, restent pétrifiés sur leurs lits respectifs. À quoi bon crier? Ils sont trop isolés dans leur campagne. Ils vont assister, par la vue ou par l'oreille, au sac systématique de leur maison. À chaque meuble forcé, Marc, en bon comptable, calcule instinctivement la note. Bien sûr, ils sont assurés, mais quand il faudra se faire rembourser, enfin, la famille est saine et sauve, à condition que mamie n'ait rien de grave. Une bonne bosse sur la tête, peut-être. Mamie est du genre solide, de la race des pionnières. Elle est née en 1847, en pleine conquête de l'Ouest, du temps des durs de cuir. Et le saccage de la maison continue. Après avoir dérobé tout ce qu'il y avait un peu de valeur, les malfrats s'installent. Le chef dit: «Bon, Ricky, descends à la cuisine et ramène-nous quelque chose à boire et à manger. Il faut qu'on décide de ce qu'on va faire d'eux.» Mick et Evelyn sentent la sueur leur couler le long de la colonne vertébrale. Ainsi, les cambrioleurs ne vont pas les laisser simplement sur place, décider de ce qu'on va faire d'eux. Il n'y a pas 36 solutions. Ou ils déguerpissent, ou on laisse les Webster se débrouiller, ou bien ils suppriment les témoins. Marc dit: «Partez, nous n'avons pas vu vos visages, nous ne pourrons pas vous identifier. Laissez-nous en paix. Ce cambriolage ne porte pas vraiment à conséquence. Mais si vous décidez de nous faire taire, vous aggraverez votre cas. C'est la chaise électrique qui vous guette. La police vous attrapera de toute manière.» Le chef réfléchit.
Et qu'est-ce qui vous dit que nous ne sommes pas déjà à moitié assis sur cette fameuse chaise? L'argument est sans réplique. Évelyne ne dit rien. Elle prie et mentalement se récite les versets de la Bible un peu dans le désordre. Le Seigneur est bon berger quand j'entrerai dans la vallée de la mort. Soudain, le réveil se met à sonner. Tout le monde sursaute, y compris les pilleurs de la maison. Évelyne explique. C'est pour moi, je commence très tôt ce matin. Quel genre de boulot? Je travaille au standard téléphonique d'Abergreen et je suis dans la première équipe du matin. Eh bien, ma jolie, ils vont devoir se passer de vous. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ricky remonte du rez-de-chaussée avec un plateau de verre et un carton de bière. Sur un plat, un poulet froid, celui qu'Evelyne a préparé pour le dîner du lendemain. Les hommes, après avoir soulevé les bas qui transforment leur visage en sorte de pommes de terre infâmes, se mettent à manger et à boire. Ils chuchotent entre eux et éclatent de rire. Marc commence à espérer et il dit: «Il y a quelques bouteilles de bourbon toutes neuves dans le buffet du salon. Avec un peu de chance, ces bandits pourraient s'enivrer et s'endormir sur place. Ou peut-être se disputer et s'entretuer.» Le dénommé Ricky fait remarquer au chef de la bande: «Tu prononçais mon nom, c'est très malin. Ça fait un indice pour nous mettre le grappin dessus. Rien que pour ça, je serais d'avis de les réduire au silence.» Les mômes aussi? Foutu, on va pas faire dans le détail. La vieille, tu crois qu'elle est esbourdie? Je vais aller vérifier. Ricky descend et remonte presque aussitôt. La mamie est toujours dans les bains. Elle gémit, ça prouve qu'elle est encore. Rose, en entendant le mot mamie, se met à hurler de plus belle. Daryl, ficelé dos à dos avec elle, essaye de la calmer comme il peut. Le chef s'énerve. Eh, essayez de vous calmer votre gamine, sinon je sais comment la faire taire. En ce bas monde, il y a trois causes qui me portent sur les nerfs. Les portes qui claquent, les chiens qui aboient et les mouflets qui braillent. Évelyne lance, la voix brisée. Rose, calme-toi. Mamie n'a rien. Elle dort et c'est tout. Tout va bien. Cela fait 2 heures que les Webster vivent leur cauchemar. Le chef des bandits regarde Misk et Évelyne. Il lui semble lire quelque chose de nouveau dans leur regard. Sans bouder, il ironise. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que 5 policiers en uniforme viennent d'apparaître dans l'entrebâillement de la porte, revolver au poing. Les hommes masqués n'ont plus qu'à lever les bras. Ils sont faits comme des rats. Une fois délivrés, Musk et Emile se précipitent chez Mamie. Elle se réveille d'un demi-coma en se frottant le crâne. Les policiers demandent une ambulance pour la transporter à l'hôpital. Marc finit par dire: «Mais enfin, comment avez-vous été prévenu?» Le lieutenant de police répond: «Vous n'allez pas le croire. Quelqu'un nous a appelés, il n'y a pas d'autre mot. Qui nous étions tous entre des têtes d'appeler. Regardez dans l'entrée, votre téléphone est décroché. Cela a déclenché un signal au standard téléphonique. Et Lucie O'Hara, la collègue de madame Webster, a identifié votre numéro. Mais elle n'obtenait personne sur la ligne. Pourtant, au bout du compte, elle a aperçu un appel. Un appel? Mais nous n'avons pas osé pousser un seul cri. Il y en a un qui appelait pourtant. Et d'ailleurs, le voici. Ronny, le chat de gouttière, apparaît dans les lumières. C'est lui qui a réussi à décrocher le téléphone de la maison en pleine panique. Et dans tous les cas, ce sont ces miaulements désespérés et sa voix de fausset que Lucie O'Hara, familière de la maison, a reconnue à l'autre bout de la ligne. Elle a immédiatement donné l'alerte à la police et elle a accompagné les forces de l'ordre pour leur montrer les faits.